Donc cette fermeture de frontières sous l'injonction de la CEDEAO nous a permis de tirer des leçons et de nous dire que les États africains doivent se convaincre une fois pour toutes que la France, l'Europe ne feront jamais leur bonheur. Eux, quand ils se battent entre eux, ils ont la lucidité de faire la part entre le politique et l'économique. Ils se battent. Des milliers de morts. Mais ils préservent toujours les intérêts économiques communs. Prenez un exemple qui a cours actuellement, où l'Ukraine, qui est la prolongation de toute l'Europe et de l'Occident de façon générale, fait la guerre par procuration à la Russie. Par contre, malgré ces milliers de morts, les intérêts économiques sont préservés. La France envoie discrètement ses résidus d'uranium, puisque l'uranium à bon marché ou gratuit n'est plus disponible. Ils envoient en Russie pour retraiter. Or, s'il y a un champion pour maintenir cette guerre, même si nous savons pourquoi il le fait, c'est Emmanuel Macron, et qui est le chef d'État français. Qui est le chef d'État français? C'est Emmanuel Macron. Oui. Et qui est le plus acharné pour maintenir cette guerre vivace contre la Russie? C'est Emmanuel Macron. Donc allez-y comprendre quelque chose. On avait découvert, si vous vous rappelez, un bateau qui avait fait escale en Allemagne, chargé d'uranium enrichi en provenance de la Russie et en partance vers un pays de l'Europe ou de l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont intelligents pour dissocier la politique de l'économique et que nous, nos chefs d'État de la CEDEAO, en marionnettes achevées, en marionnettes finies, ne peuvent pas faire la différence entre le domaine politique et le domaine économique, épargner leur peuple des souffrances inutiles. Mais il faut réfléchir, il faut poser des questions et poser des bonnes questions. Donc pour nous, l'ouverture de la frontière en tant que telle n'est pas l'acte fondamental. Qu'est-ce qu'il faut poser comme jalon pour que cette frontière, une fois ouverte, soit une frontière des peuples et non une frontière d'un individu? C'est ça la différence. Parce que quand la frontière appartient au peuple, un individu marionnette ne peut pas s'élever pour dire fermer. Le peuple va s'opposer à cette fermeture-là. Et ce sont ces dispositions que nous voulons prendre pour qu'à l'avenir, que ce soit un président nigérien ou un président béninois, ne puisse s'élever pour dire fermez-moi cette frontière. Parce que quand il le dira, il va trouver en face de lui tout le dandy mobilisé pour s'opposer à la fermeture de cette frontière. Et c'est pour ce faire que nous avons mis un comité qui a réfléchi, qui nous a fait des propositions en respectant le canevas. Et c'est pourquoi nous avons accueilli avec, je dirais, conscience d'énormes défis auxquels le nouveau président béninois fera face, son Excellence Ouadani. C'est pourquoi nous l'avons accueilli au Niger pour montrer que le lien entre les peuples est au-dessus du lien entre les chefs d'État. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour que, une fois que cette frontière sera ouverte, aucun individu, si puissant croit-il être, ne puisse la fermer selon ses humeurs. Et vous convenez avec moi, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, il y a des traces, il y a des plaies qu'il va falloir penser et correctement soigner avant de prendre la décision irréversible de l'ouverture de la frontière. Les deux parties ont fait preuve de disponibilité, d'engagement, mais il y a des préalables. Et ces préalables, c'est au président béninois Ouadani et à moi-même qu'il revient de leur donner une signification, une réponse pour que la frontière soit définitivement et de façon irréversible ouverte.
Donc, pour l'heure, M. le Président n'a pas une date précise pour l'ouverture de cette frontière? Je vous ai dit qu'il y a des préalables. Tout ce que nous faisons, nous le faisons après mûre réflexion, en nous assurant que les intérêts du Niger seront préservés, comme les intérêts du Bénin ne seront pas méconnus. En nous assurant que notre frontière commune ne sera plus soumise à des états d'âme d'individus, ou des états d'humeur, ou des sauts d'humeur d'individus. Que ce soit la propriété d'un même peuple frère depuis des milliers d'années. Voilà la réponse que je vais donner à cette question. Et j'espère que les Nigériens comprendront ce que je vais dire, ou ce que je viens de dire, de même que les Béninois. Nous comprenons bien sûr le souhait de part et d'autre de voir immédiatement ouverte la frontière, mais je le dis et je le répète, c'est pour ça que nous œuvrons et nous profitons pour féliciter son Excellence le Président Ouadani qui a fait ce premier pas historique, puisque vous le savez, contrairement au prédécesseur qui s'est distingué par sa volonté de détruire le Niger tout simplement. Donc, ne remuons pas le couteau dans la plaie, consolidons ce que les deux comités ont réussi et faisons en sorte que cette ouverture soit irrévocable. Monsieur le Président, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a aujourd'hui 3 ans. Le Niger, depuis cette date, est résolument engagé dans un processus de refondation du pays. Qu'en est-il exactement des chantiers de cette refondation? Qu'est-ce qui a fondamentalement marché durant ces 3 années et qu'est-ce qui reste à faire? Mais tout a fondamentalement marché. Qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché? Pour un peuple à qui on a donné 2 semaines, et là vous êtes en train de me poser des questions sur 3 ans. 3 ans de combat. 3 ans de lutte. Mais même dire 3 ans, je peux comprendre 3 ans de combat, 3 ans de lutte. Mais dire 3 ans, c'est exagéré. C'est oublier. Et c'est ce que nous voulons que les Nigériens ne fassent pas. L'oubli. L'oubli, il tétanise l'esprit créateur. L'oubli, il tétanise la dignité humaine. L'oubli, il tétanise la volonté de s'affranchir. Rappelez-vous, je l'ai dit, le 26 juillet, quand nous étions arrivés 2023, mais la CEDEAO nous a mis sous embargo pendant près d'1 an. Rien ne rentrait au Niger, si ce n'est la sagesse, cette fois-ci je le citerai, du président du Conseil togolais, Faure Essozuma et Adema. Parce que c'est lui qui a été sage pour dire que l'embargo ne doit pas être la première étape. L'embargo, les sanctions doivent être l'étape ultime quand toutes les autres solutions ou possibilités de solution auraient ou auront échoué. C'est le seul qui a eu cette sagesse. En dehors de lui, dites-moi un seul président ouest-africain qui ne répondait pas au garde à vous, aux ordres de Macron. Avant même la reconduction de l'embargo contre le Niger, c'était Emmanuel Macron à partir de la Belgique qui avait dit que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé. Et effectivement, on l'a constaté. Quand ils s'étaient réunis pour le folklore, les chefs d'État africains, l'embargo a été maintenu. Donc nous savons d'où venait l'embargo. Ce n'est pas de la CEDEAO. Le fait de poser toujours ces questions sans tenir compte des progrès énormes que nous avons réussi en vase clos, mais c'est fouler aux pieds les sacrifices des Nigériens. Ce que nous avons réussi, c'est d'abord de garder ce pays-là debout, malgré les oiseaux de mauvaise augure qui disaient que nous ne tiendrons pas 2 semaines. Du 26 juillet 2023 à aujourd'hui, nous sommes à 3 ans. 3 ans que nous respirons, 3 ans que nous nous défendons, 3 ans que nous choisissons nos lignes politiques, 3 ans que nous choisissons nos partenaires et 3 ans que nous choisissons ce qui peut être utile au peuple nigérien.
Rien que ça, c'est un progrès qu'on ne saurait apprécier. Rappelez-vous, c'est ce même Niger où ces mêmes individus posent ces mêmes questions que vous venez de répéter. Depuis que nous avons croisé le malheureux chemin de la France en 1800, c'est ce même Niger qui a souffert l'humiliation, qui a souffert le martyre, qui a souffert le pillage de toutes ses ressources. C'est ce même Niger que vous demandez aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait depuis le 26 juillet 2023. C'est ce même Niger, rien que si vous prenez 2022, je ne parlerai même pas du pillage systématique de notre uranium et autres ressources. C'est ce même Niger où les Français, pour avoir cassé un rétroviseur d'un camion porte-char à Terra, ont tiré à vue sur des Nigériens. Qui s'est levé pour dire non? Personne. Pourtant, c'est ce même Niger d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un Français va oser venir tirer sur un Nigérien et s'en sortir. Et vous me dites qu'il n'y a aucun progrès, aucun changement. C'est le même Niger, à la sortie de Aïrou. Un vieux s'est fait écraser par un camion d'un convoi français. Le convoi ne s'est pas arrêté. Il a continué sur Niamey. Le convoi venait de Tabrébré. C'est un Nigérien qui a été écrasé. Même si c'est une chèvre, le convoi devait s'arrêter pour demander le propriétaire de la chèvre et envisager le dédommagement. C'est un humain qui a été écrasé, un vieux âgé de plus de 70 ans. Le convoi ne s'était pas arrêté. C'est ce même Niger, pourtant, qui n'est plus le même depuis le 26 juillet 2023. C'est ce même Niger où, je l'ai dit, il y a plus de 5000 militaires des forces étrangères sur notre territoire. On vous cache les chiffres, on vous cache les données. Il y avait plus de 5000, dirais-je, militaires français et autres sur notre territoire. C'est ce même Niger. Pourquoi les gens ne se sont pas posé la question? Et c'est à ce même Niger qui a pris son destin en main depuis le 26 juillet 2023 qu'on pose des questions de qu'est-ce que nous avions fait, qu'est-ce que nous avons réussi. Non. Une fois de plus, au risque de me répéter, poser ce genre de questions, c'est fouler aux pieds le sacrifice. Non pas seulement des forces de défense et de sécurité, mais des Nigériens dans leur ensemble. Nous le voyons tous les jours. Les populations qu'on massacre dans les mosquées ou dans les villages ou dans les champs. Mais c'est des Nigériens qui n'ont demandé à la France rien du tout. Qui se sont levés, non seulement pour assurer leur subsistance sans devoir tendre la main à qui que ce soit. Ce sont ces Nigériens-là qui ont fait le choix de leur culte qu'on massacre. Et aujourd'hui, c'est nos forces de défense et de sécurité qui ont l'initiative de notre sécurité et de notre défense du territoire national. Ce n'est pas les Français. Et qui sont là et qui ont su convaincre même des Nigériens, même des responsables nigériens, que sans eux, le Niger sera envahi par la horde. Et malheureusement, dès qu'un chef d'État de l'Afrique tente de s'affranchir, on crée les conditions de le détruire. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas pu nous détruire. Aucune lutte de libération ne peut se faire sans perte, sans sacrifice. Bien sûr. Je viens de vous rappeler le cas récent de l'Algérie. Vous savez combien de millions les Français ont massacré en Algérie? Et vous me parlez de ce que nous avons fait depuis le 26 juillet. Ce que nous avons fait depuis le 26 juillet a été suffisamment abordé par les différents ministres qui se sont succédés, chacun dans son domaine, dans son secteur. Mais je citerai seulement 2 à 3 grandes réalisations. La première réalisation, c'est celle-là qui a consisté à nous prendre en charge, à prendre notre destinée en charge dans le domaine de la défense, à nous convaincre que la défense du territoire national est de notre responsabilité et nous ne nous attendions pas que la France le fasse à notre place. Les Français ont fait 13 ans au Niger. Citez-moi le nom d'un seul militaire français mort au Niger, pour le Niger. Un seul.
Je vois Emmanuel Macron qui fait le fanfaron pour dire qu'on n'a pas eu un peu de compassion pour les 58 morts. Mais les 58 morts dont il parle, même au Mali, ils ne sont pas morts au combat. Emmanuel Macron n'a qu'à sortir pour dire aux Français, les 13 morts, les 13 prétendument morts au Mali, dans le crash ou la collision de 2 hélicoptères, ils sont morts exactement où? Parce que le Niger était au Mali, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Mais les Nigériens étaient parmi les troupes qui ont organisé cette mission de recherche. Ça s'est passé dans le secteur de Indiliman. Indiliman, c'est entre Menaka et Gao. Les Nigériens étaient basés à Menaka. Une collision qui s'est passée avec 2 hélicoptères armés, avec des militaires armés à bord, avec les explosifs. 3 heures du matin, aucun habitant n'a entendu la moindre détonation. Les Nigériens ont fait 1 semaine de recherche avec une mission des Français. Justement, sachant que ce qu'ils ont fait, c'est un montage, ils n'ont pas permis aux Nigériens d'être sur le même site qu'eux. À qui on a montré les carcasses. Oui. Donc, il faut que les gens réfléchissent. Emmanuel Macron peut faire son fanfaron pour dire que nous avons une dette. Nous savons que nous n'avons aucune dette. Ils ont le résultat de leur turpitude et ils payeront, Inch'Allah, le résultat de leur turpitude. Comme l'a dit Malcolm X, les poules finiront toujours par revenir au poulailler. Et nous regretterons pour les Français le jour où les poules vont revenir au poulailler. Donc, dans le domaine de la défense, c'est ce que nous avons réussi. Nous ne devons être coupables de quoi que ce soit. Aucun Français n'est mort pour le Niger et nous ne souhaitions jamais qu'un Français meure pour le Niger. Parce que la mort d'un Français pour le Niger révèle notre incapacité. Mais nous savons que nous sommes capables de mourir pour notre pays comme tous les peuples ont été capables de mourir pour leur patrie. Nous ne sommes pas comme les Français. Nous connaissons l'histoire. La France, la Deuxième Guerre mondiale, 18 jours, il a fallu à l'Allemagne pour soumettre la France. 18 jours, du 10 mai au 28 mai, une seule colonne de blindés à travers les Ardennes. Les Allemands étaient à Paris. 18 jours. Nous, ça fait 3 ans que nous luttons contre l'Occident. Et nous sommes debout et nous resterons debout, Inch'Allah. Donc, c'est ce que nous avons réussi, à être debout. Mais pas debout pour figurant. Non, debout en homme digne, en homme responsable et en homme indépendant qui décide pour lui-même, par lui-même. C'est ça que nous avons réussi dans le domaine de la défense et de la sécurité. Dans le domaine de l'énergie, depuis notre arrivée, nous avons fait face, vous vous rappelez, à la coupure de la seule ligne du Nigeria. Pourtant, c'est une ligne qui avait une histoire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais nous avons réussi, en 2 ans, à installer 118 mégas. Vous connaissez notre capacité globale? C'est 420 mégas. Les besoins du Niger, 420 mégas. Nous avons réussi à installer 118 mégas. Un quart de notre capacité en 65 ans d'indépendance. Nous avons payé pour 100 autres mégas où tout est financé et qui seront installés, ce qui portera le coût de nos réalisations installées et à installer, parce que le financement est acquis, 218 mégas. La moitié de ce que le pays a fait en 65 ans d'indépendance. Et cela, ce n'est rien. On peut nous convaincre que ce n'est rien. En 2 ans, réaliser 50% de ce qu'un pays a réalisé à travers les différents responsables, les différents régimes qui se sont succédés en 65 ans. Et tout ça, ce n'est rien. Mieux, avec Sal Kadamne qui est en bonne voie, c'est 600 mégas qui seront réalisés à travers un premier test pilote ou une première phase pilote. Parce que notre objectif, à terme, c'est 5200 mégas. Beaucoup de Nigériens ont crié que ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui soit impossible. Et pour nous, rien n'est impossible.
le peuple nigérien, depuis le 26 juillet 2023, rien n'est impossible et rien ne sera impossible, Inch'Allah. Dans le domaine de l'agriculture, l'embargo qu'on nous a imposé, le sac de riz de 25 kilos qui se vendait à 10 000 en une semaine, sans raison, a bondi à 19 000. À Niamey, c'était 16-17 000. À l'intérieur du pays, c'était parti jusqu'à 22 000 francs CFA. Un pays comme le Niger, détenteur de la plus grande réserve en eau douce du sous-sol, la plus grande réserve en eau douce du monde. Un pays avec 1 267 000 km². Même le désert qu'on vous dit que non, c'est un désert aride. Mais le désert apparaît aride. Mais les réserves d'eau qu'il y a sous ce désert en apparence aride permettent de reverdir ce désert-là et de faire de la production. Et nous le voyons, ce n'est pas une chimère. Le riz de Tlemcen est sorti sur le marché. Nous avons décidé que plus jamais l'embargo ne sera synonyme de la famine au Niger. L'embargo ne sera synonyme de la surenchère au Niger. Nous allons produire pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons montré et démontré à travers la grande irrigation. À la date où je vous parle, hier j'ai vu l'équipe de la RTN qui faisait les tours des marchés. À Gaïa, le sac de maïs est à 13 500. J'ai dit bien 13 500. Depuis combien de décennies qu'on n'a pas connu de sac de maïs à 13 500 sur le marché? Le riz, 8 000 sur le marché, j'ai vu. 8 000. C'est dans les marchés, c'est pas dans des cases où on va dire non, c'est des montages, c'est les marchés. Oui. Les foires, si vous voulez, pour ceux qui ne comprennent pas le mot marché, dans les foires, c'est ouvert et c'est les paysans qui viennent échanger leurs produits. 8 000, 9 000, 10 000, le riz de 25 kilos. Même le riz de la qualité supérieure, ça ne dépasse pas 12 000. Et c'est au Niger, c'est pas ailleurs. Pourtant, on a cru que ce n'était pas possible. Mais le 26 juillet 2023 a montré que c'est possible. Il suffit que les Nigériens décident, ils peuvent. Et c'est ce qu'on a démontré. Rien que ces 3 exemples suffisent. Pour le reste, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce qu'il y a des choses où, quand on voit un être humain censé être raisonnable, rationnel, pragmatique, poser des questions ou douter, on doit se poser des questions plutôt. D'accord. Donc c'est ça que nous avons réussi en 3 ans, entre autres. Pour le reste, les gens n'ont qu'à se référer aux interventions que vous-même vous avez supervisées avec Abari et Yero. C'est pas caché. Justement, sur ces entretiens. C'était pas caché, j'espère. C'est pas caché. C'était ouvert. Très ouvert. Au public et au peuple nigérien. Absolument. Un mot peut-être, puisque vous avez suivi tous ces entretiens, peut-être recueillir un peu votre sentiment sur ces différents entretiens qu'on a eu pendant plus de 2 mois, M. le Président. Ce n'est pas mon sentiment qui importe. C'est le sentiment des Nigériens. C'est l'appréciation des Nigériens. C'est la première fois qu'un gouvernement sorte pour dire voilà ce que nous avons prévu de faire, voilà ce que nous avons fait, réussi, et voilà ce que nous allons réussir, parce que nous l'avons planifié pour qu'il en soit ainsi. Et pour qu'il soit ainsi au profit du peuple nigérien. Donc, c'est au peuple nigérien d'apprécier. Et je vous ai rappelé l'équipe de la RTN qui fait les tours des marchés ou des foires, pour ceux qui ne comprendront rien au mot marché. Cette équipe pose des questions directement aux citoyens. Bien sûr, on ne peut pas dire que la vie est rose au Niger. Il y a des défis. Nous sommes conscients. Il y a des défis, mais notre marche est sur la bonne voie. Nous marchons sur la bonne voie. Malgré les oiseaux de mauvaise augure, malgré la férocité acharnée d'Emmanuel Macron et de sa suite européenne contre le Niger. Parce que ce n'est pas contre ma personne seulement. C'est à l'ensemble du peuple nigérien qui sont en train de poser des torts. Mais qu'ils sachent que rien, nous avons appris, rien ne sera impuni. Nous rendrons coup pour coup, Inch'Allah.
Monsieur le Président, la saison des pluies est effective sur l'ensemble du pays. Quels sont vos espoirs pour cette campagne agricole en cours et quel sera votre message en direction de nos vaillantes populations? Je suis avec intérêt l'évolution de la campagne. Mais au-delà de l'évolution de la campagne, je vous ai dit ce que nous avons initié pour ne plus être dépendant de la campagne ou ne dépendre qu'uniquement que de la campagne hivernale. Nous comptons environ 15 000 villages agricoles. Sur les 15 000 villages agricoles, aujourd'hui, à la date où je parle, 95% ont sémé. Certains ont fini le sarclage même, le premier sarclage, et ils sont au deuxième sarclage. Les spéculations sont à plusieurs niveaux. Vous avez vu toujours à travers les images de cette équipe de la RTN, où des zones où le mil est à l'étape de l'épiaison ou grenaison. Ce qui veut dire dans 2-3 semaines tout au plus, dans ces zones-là, le nouveau mil va sortir et va inonder le marché. Une raison de plus pour encourager ceux qui gardent le mil pour attendre le mauvais jour de sortir leur mil de l'année passée avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le nouveau mil va sortir, Inch'Allah, dans 2 à 3 semaines. Celui qui garde ses réserves comme son champion, certains Nigériens malveillants, pour accumuler des richesses, il n'aura ses yeux comme Emmanuel Macron pour pleurer. Donc cette campagne avance normalement. Toutes les spéculations évoluent. Nous avons connu une période d'interruption de 10 jours, mais Dieu merci, la pluie est revenue, et de plus belle, et nous pensons avoir une très bonne récolte, Inch'Allah. Mais nous ne nous limitons plus à la récolte. Nous avons décidé de mettre un accent sur la culture irriguée, que ce soit le riz, le maïs, le blé ou toute autre spéculation. Nous avons décidé d'aménager au moins sur le programme de 5 ans 21 000 hectares. Nous avons réussi, Dieu merci, à réaliser rien qu'au bout de 2 ans d'énormes résultats qui se voient sur le marché en termes de réhabilitation et en termes d'aménagement. Et tout ceci, c'est pour venir en complément à la production hivernale. Donc pour faire court, la campagne évolue bien. 95% des 15 000 villages agricoles ont sémé. Les spéculations évoluent bien, très bien. Et comme je l'ai dit, dans 2-3 semaines, de nouveaux mil. Dans certaines régions, notamment Falmaï et vers Gaïa, le nouveau mil va sortir. Et on le verra sur le marché, Inch'Allah.